Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue au Salon de l'Agriculture. 3 parties dans notre émission, vous le savez, comme d'habitude. 3 invités d'ailleurs aujourd'hui. Le JT des territoires dans un instant, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui sera notre invitée. Puis Territoire d'Info, l'invité politique ce matin, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, qui sera présent en direct sur ce plateau. Enfin, Territoire Sénat, la 3e partie de notre émission, l'actualité politique et parlementaire. Et c'est Sophie Primas, la sénatrice LR des Yvelines, qui sera sur ce plateau. Donc une matinée chargée, tous ensemble. Dans un instant, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. Pour ouvrir ce journal en direct du Salon de l'Agriculture, nous allons nous intéresser à la transmission. Le nombre d'agriculteurs diminue dans ce contexte. Il est de plus en plus difficile de transmettre la passion aux nouvelles générations d'agriculteurs. Et pourtant, de nouveaux profils apparaissent. Fabien Elkert est allé à leur rencontre. C'est un reportage dans les Côtes d'Armor de Public Sénat. À 23 ans, Héloïse a trouvé sa voie. Depuis 5 mois, elle travaille comme apprentie dans une exploitation porcine. Pour la première fois, elle supervise seule la période des mises bas. Là, les porcelets, ils ont entre 1 jour et 3 jours. C'est leur première semaine de vie. Donc là, ça crie un peu. En plus d'un BTS, la jeune femme est titulaire d'une licence en génétique animale. Mais rien ne vaut l'expérience de terrain acquise grâce à l'apprentissage. Petit à petit, j'apprends tous les jours et je deviens de plus en plus autonome. Jean-Claude Cade, patron de l'exploitation, est satisfait des progrès de son apprenti. Avec lui, ça se passe très bien en fait. On a une fille très motivée, qui est très engagée, qui aime bien le travail. En fait, il s'intègre parfaitement à l'équipe et donc c'est vraiment formidable. Mais l'éleveur est inquiet de perdre Héloïse à l'issue de son apprentissage. La filière porc manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Les éleveurs s'arrachent des profils comme celui d'Héloïse. Une pénurie à l'image du manque de renouvellement des générations dans l'agriculture. La Bretagne, territoire pourtant dynamique, voit 500 jeunes agriculteurs s'installer chaque année. Mais avec 1500 départs en retraite par an, le solde reste négatif. Ça tient certainement aussi à des changements aussi au niveau du monde agricole. Nous, parents, agriculteurs et parents, on ne met plus la pression, par exemple, sur nos enfants pour reprendre nos exploitations. Donc les enfants d'agriculteurs aujourd'hui peuvent faire d'autres choix. Je pense que ça tient aussi à un déficit d'image qu'on peut avoir. Puisque il faut qu'on retravaille, nous, agriculteurs, agricultrices, à l'attractivité de nos métiers. Allez. Hop. Thomas n'est pas enfant d'agriculteur. C'est par choix qu'il s'est lancé dans la production laitière avec 2 BTS en poche. En 2016, il rachète l'exploitation de Christian Jégu avant d'embaucher ce dernier sur la ferme. Un passage de témoin qui a permis à Thomas de bénéficier du savoir-faire de l'ancien propriétaire pour se lancer. Le plus important, je pense, c'est son œil d'éleveur. Il y a quand même plus de 40 ans d'expérience et l'œil, pour un éleveur, c'est très important. Et c'est vrai que avec lui, du coup, c'est ça qu'il a réussi à me transmettre aussi, l'œil de l'éleveur sur le troupeau. Les parcours d'Héloïse et de Thomas montrent en tout cas que l'agriculture suscite toujours des vocations. Mais le temps presse. D'ici 10 ans, près d'un agriculteur français sur 2 partira à la retraite. Voilà, Fabien Eckert dans les Côtes d'Armor et nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture, vous le savez ce matin. Direction tout de même maintenant la Moselle, la commercialisation des premiers poulets label rouge mosellan a débuté. Et pour officialiser la structuration de cette filière avicole en Moselle, ces acteurs se sont retrouvés sur un marché couvert de Metz pour la remise symbolique d'un poulet, vous allez le voir, fermier noir. Et c'est Gaël Tiss de Via Mirabel qui était sur place pour cette rencontre. Des poulets mosellans estampillés label rouge ont fait leur apparition sur les étals de cette boucherie du marché couvert. Les premiers du genre, car la filière est toute nouvelle.
Et pour leur premier jour de commercialisation, c'est déjà près de 200 poulets qui ont été vendus. À l'heure où la consommation de viande blanche est en augmentation, le label rouge répond lui aux exigences accrues des consommateurs quant à l'origine et à la qualité des produits qu'ils achètent. Et donc on a créé tout un réseau de producteurs aujourd'hui autour de Metz, donc la campagne autour. Et donc l'objectif c'est de monter à 16 bâtiments pour avoir un rythme de croisière de 4000 poulets fermiers noirs par semaine. Satisfaire la demande tout en donnant un coup de pouce à l'agriculture mosellane, c'est l'objectif de la Chambre d'agriculture et du département de la Moselle qui ont impulsé ensemble la création de cette filière avicole. À l'origine de ce projet, un constat, la quasi-absence de production de volailles de chair en Moselle. Il faut diversifier notre agriculture. Elle a besoin d'une diversification pour avoir une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée viendra des circuits courts et des circuits de proximité et de nouvelles filières. Et la filière avicole, aujourd'hui, est une filière productive puisqu'elle va générer de nouvelles activités dans le rural et générer de nouvelles activités commerciales dans l'urbain. Aujourd'hui, 6 éleveurs du sud mosellan se sont lancés dans la production de poulets fermiers, à l'instar d'Olivier Roussel, éleveur bovin à Blanche-Église. Cette nouvelle activité va lui permettre d'installer son fils sur l'exploitation familiale, avec à la clé un revenu plus sécurisé. Tous les 3 mois, on fixe le prix du poulet en fonction du prix de l'aliment, du prix du poussin, voilà, de tout ce qui gravite autour. Et on a toujours une marge sécurisée. Si seulement ça marchait dans toutes les autres filières, on serait plus serein. Et les méthodes d'élevage de ces poulets de la race rustique cou nu noir répondent au cahier des charges du label rouge. Une alimentation locale et contrôlée et un élevage en plein air durant plus de 80 jours. Voilà, nous passons de la Moselle au nord maintenant. La race Henson est au salon de l'agriculture. Notre partenaire WEO TV, la télévision TNT du groupe La Voix du Nord, est parti à la rencontre de Chloé. Chloé, c'est une jeune éleveuse de chevaux Henson, race emblématique de la baie de Somme, née dans les années 70. Chloé participe au salon pour promouvoir la race Henson et augmenter la visibilité de sa ferme équestre. Regardez le reportage de WEO TV. Lui, c'est Colorado. Elle, c'est Chloé. Elle a 25 ans et vit depuis son plus jeune âge au milieu des chevaux. Dans la ferme équestre familiale, Chloé a fait de sa passion son métier. Elle élève ainsi une 60aine de chevaux de la race emblématique de la baie de Somme, le Henson. Déjà, il faut qu'il soit Isabelle, donc le pelage de couleur sable avec l'écrin bicolore, donc blanc, noir avec ou tricolore avec un peu de marron. Des zébrures au niveau des membres, parfois c'est des chaussettes noires, mais on préfère les Henson avec des zébrures. Le Henson, c'est cette race que Chloé va présenter au salon de l'agriculture pour la 3e fois déjà. Un déplacement qui nécessite du temps, de l'investissement, mais surtout une organisation bien huilée. On l'emmène. Donc moi j'emmène les 2 chevaux. Il y a du monde qui vont faire la route avec moi, c'est quand même mieux, ça passe plus vite. Et ensuite on a une remorque où il y a la voiture d'attelage, le foin et puis la décoration du stand. Pendant une dizaine de jours, Chloé va ainsi faire partie de la plus grande ferme de France. Une belle opportunité pour se faire connaître. L'idée c'est de se montrer et puis aussi pour le côté sportif. Le fait de les montrer monter aux 3 allures, atteler aussi. Donc s'il fait une belle performance, les gens du monde des caisses vont s'intéresser à ce cheval finalement de loisir, mais plein d'énergie pour faire du sport. Comme Chloé, plus d'une centaine d'éleveurs de la région seront au rendez-vous du Salon de l'agriculture à Paris, qui se déroulera du 23 février au 3 mars. Voilà ce sujet de WEO TV, la chaîne du groupe La Voix du Nord, notre partenaire dans cette émission. Voilà, dans un instant, c'est les revues de une de la presse quotidienne régionale. Et ensuite, on reçoit Christiane Lambert, qui est avec nous, la présidente de la FNSEA. Tout de suite, c'est la revue des une de la presse quotidienne régionale. Bonjour Saveria, à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Les DNA, c'est l'aide alimentaire. Les besoins sont en hausse ce matin. Les demandes d'aide alimentaire augmentent en même temps que la précarité. En Alsace, les associations étudient leurs horaires d'accueil, mais les produits manquent.
Toutes les associations d'aide aux personnes le disent, le nombre des bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Face à l'afflux, les Restos du Cœur tentent de répondre à tous les besoins. Une équation difficile alors que leurs ressources sont également limitées. Attention, le danger monte, c'est le frelon asiatique, c'est à la une du courrier Picard ce matin. Les nids du tueur d'abeilles se multiplient en Picardie. Son expansion paraît impossible à arrêter à l'approche du printemps. Les autorités informent les élus sur les moyens d'action destinés à lutter contre ce frelon asiatique. Plus de 500 nids détruits dans la Somme en 2018 contre seulement 17 en 2017. Ce chiffre démontre à lui seul l'ampleur du problème posé par le frelon qui présente un double danger. Pour l'homme et pour la biodiversité, pour l'homme, la présence massive de nuit peut constituer un réel danger en cas d'attaque massive. Le frelon est également une menace pour la biodiversité, en partie pour les populations d'insectes et surtout d'abeilles. Attention, ce sujet va intéresser Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui est à vos côtés et qui est notre invitée dans un instant. La vidéo choc dans l'élevage porcin de l'Est républicain ce matin. Absolument, l'association DXE France s'est introduite de nuit dans la porcherie L'Import, dans le Lunévillois en Meurthe-et-Moselle. Une vidéo diffusée sur le net qui dénonce les conditions d'élevage de centaines de bêtes. On y voit des porcelets dans un état de santé déplorable, des cadavres d'animaux dans un décor industriel où s'entassent des centaines de bêtes. Les militants dénoncent les conditions d'élevage et d'abattage de la filière porcine. L'entreprise concernée, elle, réfute les accusations. Évidemment, une question à Christiane Lambert là-dessus. Dans un instant, on termine avec la une de Sud-Ouest, le plus grand quotidien régional de la Nouvelle-Aquitaine. Publicité, bientôt la fin des prospectus. Fini. Grand changement cette année dans vos boîtes aux lettres. Certaines enseignes de la grande distribution ont décidé de se passer de ces publicités qui pèsent 800 000 tonnes chaque année dans nos boîtes aux lettres. Les autres enseignes vont-elles suivre? C'est toute la question. Si elles vous gênent et encombrent vos boîtes aux lettres, vous êtes très nombreux à avouer les consulter. Un signal fort, puisque ces imprimés distribués dans nos boîtes aux lettres étaient jusque-là l'outil préféré de la grande distribution. Merci Saveria, on vous retrouve en troisième partie de notre émission pour l'actualité politique et parlementaire. Dans un instant, une femme, un territoire. On reçoit, évidemment, je vous en parlais, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. A tout de suite. Bonjour Christiane Lambert, merci d'être avec nous ce matin. J'allais dire, on est un petit peu chez vous. Ici, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la FNSEA, nul de l'ignore. Vous êtes éleveuse de porc à Bouillé-Ménard dans le Maine-et-Loire. Et j'ai une question pour vous dans un instant sur cette vidéo choc qui est à la une de l'Est républicain et sur l'estrépublicain.fr ce matin. Je vous présente Sébastien Fournier. Bonjour, merci d'être avec nous Sébastien. Bonjour. Votre journal Métropole est un journal trimestriel, un magazine d'ailleurs. Absolument, Objectif Métropole de France. Et puis Luc Laventure, Outre-mer 360, c'est un site et une télévision consacrée aux Outre-mer. Il y tient car il y a des Outre-mer. Vous étiez d'ailleurs, Christiane Lambert, il n'y a pas longtemps à La Réunion. On va en parler. Bonjour Luc. Bonjour. Christiane Lambert, d'abord un mot sur cette une de l'Est républicain, cette vidéo choc dans cet élevage porcin. Comment en est-on là encore aujourd'hui avec cette conscience qu'il y a chez les Français, vous le savez bien, du bien-être animal? Comment peut-on en arriver encore à découvrir ce type d'élevage? D'abord, je condamne les personnes qui rentrent dans les élevages la nuit par effraction. C'est pas normal. Première chose, je ne connais pas cette association, nom bizarre. Les agriculteurs font de leur mieux. Je n'ai pas vu les images, je ne vais pas les commenter. Parce que dans un élevage, lorsqu'il y a des animaux morts, oui, ça arrive. Au moment d'une mise bas, il y a des animaux morts. Dans un coffre d'équarrissage, il y a des animaux morts. Donc je crois qu'il y a une concurrence, une surenchère entre ONG pour exister, pour collecter des fonds. Les agriculteurs sont au travail, font des progrès, mais ce n'est pas à ces juges d'un jour de venir dans nos élevages. Il y a des contrôles sanitaires dans notre pays et je compte sur la puissance publique pour faire les contrôles qu'il faut. Voilà, l'Est républicain, donc cette vidéo choc dans l'élevage porcin à Lunévillois. Christiane Lambert, ce salon, donc 4 jours de salon, déjà on a une petite tendance sur ce qu'il va être. Est-ce que ce sera un succès? Comment, à ce stade-là du salon, il reste encore plusieurs jours bien sûr, qu'est-ce que vous pensez qu'il va être? Oui, la fréquentation est très bonne. Les Français sont curieux à propos de leur agriculture
Et nous avons voulu donner à ce salon une tonalité positive et offensive. Nous en avons assez des critiques en direction d'agriculture. On a regroupé tout ça sous le terme agribashing. Nous sommes partis en guerre contre l'agribashing par l'agri-acting, c'est-à-dire montrer tout ce que l'on fait. Tous vos reportages montrent que les pratiques changent dans les exploitations, les pratiques de production, de commercialisation, d'élevage, la robotique, la modernité, les jeunes profils qui arrivent aujourd'hui. Oui, il y a une vraie révolution silencieuse qui se passe en ce moment en agriculture. Et pendant que certains s'évertuent à présenter ce qui ne va pas, et c'est vrai qu'il y a encore des choses qui ne vont pas, eh bien nous sommes au travail. Nous recrutons, nous embauchons, nous avons de nouveaux profils qui arrivent. 72% des jeunes qui s'installent ont un baccalauréat, 34% ont un diplôme de BTS, et 15% sont ingénieurs agronomes. Donc c'est une vraie révolution qui est à l'œuvre. Et les Français le savent et nous aiment. Et si les Français nous aiment, c'est à eux que nous allons parler le plus. Luc Laventure, Outre-mer 360. Vous avez une question pour Christiane Lambert? Juste savoir ses commentaires après son passage à La Réunion et à Mayotte. Je crois que vous étiez il y a 2 mois. Comment vous avez trouvé, quel est le pouls que vous prenez sur l'agriculture des Outre-mer et plus particulièrement dans l'océan Indien? J'ai trouvé à l'île de La Réunion beaucoup de professionnalisation des agriculteurs. Frédéric Vienne, le président de la FDSEA, qui vient de gagner les élections avec les jeunes agriculteurs et le jeune et beau GIA, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, sont une équipe incroyable. Des jeunes qui aujourd'hui, sans tabou, parlent d'agriculture, parlent d'organisation économique, discutent avec les acteurs économiques, avec l'administration. Pas étonnant qu'après ce travail patient de 10 ans, ils soient reconnus aujourd'hui pour être élus. Et puis j'ai vu beaucoup de jeunes arriver sur des nouveaux projets et c'est intéressant. J'ai vu aussi de l'inquiétude par rapport à la ville qui mange la campagne, au vol et un certain nombre de sujets qui restent prégnants. Est-ce qu'on peut dire que les filières se portent bien, notamment la filière canne? Alors sur la filière canne, il y a eu une négociation très âpre, très compliquée, mais qui a permis d'aboutir à des résultats, une augmentation du prix de la canne qui n'avait jamais été connue. Et en jeu, il y a la pérennité de la filière canne. S'il n'y a pas la rémunération, les producteurs abandonneront. C'est une production pénible qui intéresse peut-être moins les jeunes en raison de sa pénibilité. Pour avoir des producteurs, il faudra de la rémunération et je pense que cette année a marqué un cran important. Sébastien Fournier. Oui, bonjour. Et je vais vous parler d'urbanisation. Aujourd'hui, c'est un vrai phénomène que l'on observe. De plus en plus de pratiques en matière d'agriculture urbaine se développent. On présente cela comme une solution. Est-ce que c'est suffisant pour nourrir les habitants de la ville? Est-ce que c'est un effet de mode, selon vous? Alors, l'agriculture urbaine, ça ne va pas nourrir les villes. Par contre, ça présente l'avantage de montrer toutes les facettes de l'agriculture. Lorsqu'on a vu, par exemple, des initiatives qui ont complètement grillé au soleil de la sécheresse l'année dernière, on voit qu'on ne s'improvise pas non plus producteur. Mais il y a de plus en plus de projets innovants portés par des jeunes extrêmement techniques. Et je pense que ça réconcilie la population citadine qui méconnaît totalement, notamment la culture et le maraîchage, avec ce qu'est une plante, du vivant et ses besoins. Donc, il y a plus une vertu pédagogique et de poumon vert et de pédagogie notamment pour les familles et les enfants que de fournir l'alimentation proprement dite de ces villes. Juste de la pédagogie. Oui, et c'est très important et nous nouons des contacts via les chambres d'agriculture puisque ces jeunes-là viennent se renseigner au point info transmission installation. Nous nouons des contacts aussi avec les entreprises coopératives ou négoces qui leur fournissent les semences, les plants, les intrants, les équipements aussi, parce que ce sont souvent des productions maraîchères très techniques. Donc il y a un lien qui se crée et je trouve que porté par des jeunes, avec absolument aucun tabou, c'est l'agriculture décomplexée et ça nous fait énormément de bien. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, est l'invitée du JT des territoires ce matin en direct du salon de l'agriculture. Les téléspectateurs ne peuvent pas l'ignorer, hein, le bruit qu'il y a derrière moi. Christiane Lambert, vous savez... dans le quartier. vous préférez quoi, qu'on fasse un équilibre? Non, mais je suis impressionnée. Ah, je préfère ça que le bruit du tram. Hein. Effectivement. Alors on va rester dans ces thématiques-là. Vous savez que nous sommes partenaires avec les télévisions locales de France et le réseau Via Télévision. Et nous allons nous rendre dans le département du Gard, qui est aujourd'hui partagé entre le développement urbain de son territoire et la nécessité de préserver ses terres agricoles. On en parlait il y a un instant. Et dans le Gard, elle vient seulement d'être mise en application. C'est un reportage de Julie Darling de Via Occitanie. Regardez cette photo aérienne. À gauche, une commune du Gard en 1950. À droite, la même commune aujourd'hui.
Elle a triplé de volume en 70 ans. Dans le Gard, 34 000 hectares ont été urbanisés. C'est 2 fois la superficie d'une ville comme Nîmes. Jérôme est agriculteur. Il tire la sonnette d'alarme. La grande problématique, notamment ici sur la zone des Costières, c'est les meilleures terres, entre guillemets, qui ont été le plus impactées par le tracé de la LGV. Alors nous ne sommes pas contre la consommation, mais moins elle est importante, mieux on se porte, puisqu'on préserve quand même le garde-manger, on va dire, des contribuables, quoi. C'est la production qui en découle, quoi. Le département est aujourd'hui partagé entre le développement urbain de son territoire et la nécessité de préserver ses terres agricoles. Il existe bien une loi permettant de protéger les terres touchées par l'artificialisation massive, la loi Avenir pour l'agriculture votée en 2014 dans le Gard. Elle vient seulement d'être mise en application auprès de tout maître d'ouvrage qui souhaite construire sur un terrain. Eh bien écoutez, si vous consommez des terres agricoles, vous devez compenser, c'est-à-dire acheter des terres pour l'équivalent de terres que vous avez consommées qui étaient en culture, des terres en friche, que vous devrez ensuite remettre en culture, et puis en même temps vous devrez payer une soulte sur la valeur des terres que vous consommez, et cette soulte servira justement à financer la remise en culture de ces terres, ou alors être versé un fonds de compensation qui permettra d'alimenter des projets agricoles dans le département. Le projet Magna Porta illustre bien cette mesure. Avec la construction de la gare LGV Nîmes-Manduel, la SNCF et Nîmes Métropole seront dans l'obligation de compenser. Un parc sur le thème de la romanité sera créé. Dans le Gard, 7 000 nouveaux habitants arrivent chaque année. Voilà, et en direct du Salon de l'Agriculture avec notre invitée ce matin en direct, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Samedi, Christiane Lambert, le président de la République a annoncé dans son discours une loi sur le foncier pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs. C'est une bonne chose? Oui, nous attendions cette annonce. J'avais écrit au président de la République avec le président des jeunes agriculteurs et le président des chambres d'agriculture pour justement passer un cap supplémentaire. Aujourd'hui en France, il y a encore trop de consommation, de bétonisation du foncier agricole, qui est un vrai patrimoine, une vraie richesse. Les agriculteurs ont besoin de conserver ce foncier-là, mais nous nous rendons compte que très souvent, les règles d'urbanisme sont soit utilisées à l'extrême, soit contournées, et que nous perdons chaque année beaucoup d'hectares, notamment dans le sud. Donc, bien sûr, on ne peut pas arrêter le développement économique, mais je crois qu'il faut raisonner le foncier autrement. Il y a encore dans notre pays beaucoup de friches industrielles, beaucoup de friches de tous ordres, militaires, des dents creuses dans les villes. Il faut penser l'aménagement de façon plus économe, comme le font les Suisses, qui ont un petit territoire, comme le font les Allemands aussi. Sébastien Fournier. Oui, en matière d'étalement urbain, justement, un phénomène de fond sur des modèles d'urbanisation qui sont très consommateurs d'espace. On le voit avec des zones pavillonnaires, des zones d'activité, enfin différentes zones. Comment on peut contraindre, comment on peut inverser la tendance? Quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour éviter cet étalement que l'on observe depuis un certain nombre d'années? Alors il faut surtout dialoguer au plan local. Moi, je suis du Maine-et-Loire, Angers, qui est une ville qui se développe beaucoup, tout comme Cholet, pour des raisons de logement ou des raisons industrielles. Pendant que vous parlez, on va regarder d'ailleurs des images de votre coin, là, du Maine-et-Loire, Christiane Lambert. Ah, quel coin? De Bouillé-Ménard. C'est votre élevage, hein? Oui, c'est ça. Ah, ben écoutez, vous l'avez trouvé, c'est merveilleux, ça va me rappeler le pays. Nous avons travaillé avec la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers. Nous savons qu'il y a des besoins de développement et nous avons donc dialogué pour définir quels étaient les lieux urbanisés et quels étaient ceux qu'il fallait absolument protéger. On sait qu'en bordure de ville, il y a très souvent des terrains très riches et donc ce sont ces terrains-là qu'il faut protéger. Donc nous comptons à la fois sur la loi qui doit être contraignante, mais aussi sur le dialogue local pour ensemble prioriser des espaces. Nous avons besoin, bien sûr, de développer, mais je crois qu'il faut penser aujourd'hui le développement autrement. Et puis, lorsque vous parlez de compensation, c'est très positif présenté comme ça, mais la compensation se fait très souvent sur des terres agricoles. Donc, pour compenser la compensation environnementale, prend des terres agricoles pour réinstaller la biodiversité. C'est pour ça que nous avons acté et fait voter la compensation économique lorsque un ouvrage, la SNCF ou les transporteurs routiers, les carrières, prennent du foncier, ils compensent économiquement la richesse qu'ils ont détruite localement. Luc Laventure, rapidement, une dernière question. Alors vraiment, il faut rebattre les cartes totalement outre-mer, parce que vous voulez le dire, effectivement, la ville mange progressivement tous les espaces agricoles. Et puis, il y a le fait qu'il faut renouveler les choses. Le président de la République dit il faut les filières, c'est vrai.
filière canne, filière sucre et également filière banane. Mais on s'aperçoit que ça ne va pas assez vite. Et notamment sur la canne à sucre, on s'aperçoit que même avec l'accord des betteraviers, le Brésil notamment nous talonne et nous mord les mollets. Même s'il y a la restructuration des filières, il faut quand même qu'on arrive à être compétitif, c'est-à-dire avoir soit un avantage prix, soit un avantage hors prix, mais on ne peut pas rester inactif. Je crois que les agriculteurs dans les différents DOM l'ont compris en essayant de jouer chaque fois que c'est possible la montée en gamme, mais aussi quand même une contractualisation, parce que même si une partie évolue, la canne reste un point fort et en surface aussi des différents outre-mer. Christiane Lambert, vous passez de la ferme, on l'a vu sur les images, votre ferme, à la ville. C'est une vie qui est très, j'allais dire, c'est un calendrier précis, début de semaine, fin de semaine, milieu de semaine? Oui, depuis la présidence de la FNSEA, c'est du lundi au vendredi midi, vendredi soir, en fonction responsabilité départementale puis nationale. Et c'est le week-end dans l'élevage pour travailler avec mon mari. Avec une perte de voix, là? Oui, mais c'est milieu de salon, c'est un peu normal. Et puis c'est le matin, elle n'est pas encore chaude, ma voix. Vous l'avez vu passer, le prochain invité de cette émission ce matin, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. Vous allez vous adresser à lui, lui poser une question, puisqu'il va vous succéder dans quelques minutes à votre place, juste là. Monsieur Didier Guillaume, bonjour. Hier soir, vous avez signé le préambule du contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes. C'est l'engagement du gouvernement aux côtés de la profession agricole. Comment appréhendez-vous cet engagement de la profession agricole? Historique, inédit, porteur d'avenir, et en quoi vous souhaitez l'accompagner? Merci beaucoup, Christiane Lambert, d'avoir été notre invitée ce matin, présidente de la FNSEA. Merci Sébastien Fournier, merci Luc Laventure. On passe à la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France, vous allez voir une douceur soleil, c'en est même très inquiétant. A tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, dans un instant, c'est Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui est notre invité en direct sur ce plateau. On part tout de suite pour le Venezuela avec le Zap Monde. C'est Juan Guaido, le chef de file de l'opposition à Nicolás Maduro, qui était à Bogota avec le vice-président des États-Unis, Mike Pence. L'aide humanitaire reste bloquée à la frontière colombienne. On regarde ça, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Des larmes, des étreintes et un Juan Guaido qui tente de consoler ses compatriotes devant les cartons de l'aide américaine. Ou comment la guerre de l'image occupe une place particulière dans la situation au Venezuela. Le leader de l'opposition a rencontré des Vénézuéliens exilés à Bogota en compagnie du vice-président américain Mike Pence. Une présence loin d'être anodine, elle montre l'appui des États-Unis qui se dressent face à Nicolás Maduro. Le soutien des États-Unis n'est pas pour Juan Guaido, mais pour vous, pour notre constitution, pour notre démocratie. Ne pleure pas, ma chérie. Tu vas me faire pleurer. Je t'aime beaucoup.
Tu n'as pas à t'excuser, c'est juste que vous risquez de me faire pleurer. C'est ce qu'on appelle un rappel à l'ordre. Ce lundi, le président de la Commission nationale de recensement des votes est sorti du silence. Alors que les bulletins du premier tour sont toujours en cours de compilation, Demba Kandji a tenté d'imposer la CNRV comme seule instance compétente pour annoncer les résultats. La Commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler. Mais le mal n'est-il pas déjà fait? Depuis hier soir, l'opposition et le camp de Macky Sall se livrent une guerre de communication. Selon les observateurs de l'Union européenne, le scrutin s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes. Une forte affluence dans les bureaux de vote a été constatée. Depuis une célèbre marque à la pomme, on a l'habitude de ces présentations en grande pompe pour un nouveau téléphone. Et voici la dernière trouvaille du fabricant chinois Huawei, promesse d'une révolution technologique. Regardez, un smartphone pliable. Cette annonce de Huawei intervient seulement 4 jours après l'offensive de Samsung. Mercredi dernier, le Coréen a présenté ce modèle, le Galaxy Fold, basé sur le même principe, pliable et dépliable. La course folle entre les constructeurs est lancée. Mais ces nouveaux joujoux risquent de ne pas être tout de suite abordables. Comptez 2 300 € pour le Huawei et 2 000 € chez Samsung.